David, alors je vais regrouper mes remerciements, mais ils sont sincères, sur l'ensemble des partenaires, des organisateurs et des invitants pour perdre le moins de temps possible et faire que l'on rentre dans le vif du sujet. Et en disant que c'est pour moi un plaisir d'être ici, je me disais que en écoutant l'intervention, je crois, du docteur Lebeau, je me disais que un jour, il y aurait un colloque à faire sur les addictions dans les îles, mais pas uniquement à La Réunion. On pourrait voir aussi certaines îles proches de la France où il y a des pratiques de surconsommation l'été. On pourrait aller voir d'autres îles et commencer à regarder sur ces territoires spécifiques comment des choses se font ou se défont, mais puisqu'il y aura d'autres points de vue après, je vais rester sur la commande qu'on m'a faite. Vous voyez que j'ai déjà triché. Dans les addictions, il y a toujours de la transgression. Sur le programme, on m'avait mis l'appréhension médicale. Alors, appréhension, déjà, je n'ai pas beaucoup d'appréhension, mais j'ai quelques appréhensions quand on me demande à un psychologue clinicien de parler médecine. Et donc, j'ai gardé l'appréhension, mais j'ai ouvert sur l'approche soignante des addictions. Et dans les échanges de mails, on me l'a validé, en prenant une des phrases de l'argumentaire, mieux comprendre les défis des législateurs, des professionnels de la prévention, du soin et des acteurs de la lutte contre les addictions. Donc on va essayer de voir rapidement comment on peut répondre à cette question. Alors, la première, rapidement, une définition de l'addiction. Il y a toujours plusieurs façons de définir. Je vous en propose une en prenant trois phrases. La première d'un psychiatre très connu, celle de Goodman. Je vous laisserai la diapositive, donc vous pouvez la lire. Mais elle met en avant l'échec du contrôle. Voilà. La définition de Goodman, c'est un comportement. On a évoqué la notion de comportement que l'on met en œuvre pour se procurer du plaisir, soulager un malaise intérieur et on n'arrive pas à le contrôler, et donc, alors qu'on commence à avoir des inconvénients, on va continuer de reproduire ce comportement. Une deuxième, d'un neuropsychiatre bordelais, Michel Lemoyle, qui vient de prendre sa retraite, qui est le patron d'un des plus gros services de neurosciences et qui a travaillé le plus longtemps sur cette question des addictions, Michel Lemoyle, et qui dit... Voilà, on peut rajouter deux paramètres à cette perte de contrôle, les vulnérabilités personnelles, et il répond à un mystère, pourquoi un tel y arrive et pourquoi moi je n'arrive pas à en contrôler. Les vulnérabilités personnelles, alors dans les vulnérabilités personnelles, vous allez du plus biologique au plus psychotrauma, au plus psychique. Vous avez un certain nombre de catalogues que je ne ferai pas ici. Et puis la durée d'exposition, c'est-à-dire que c'est un autre paramètre. Vous pouvez avoir des vulnérabilités fortes, mais être sur un territoire où l'exposition au produit n'existe pas, parce que le produit n'existe pas, eh bien, avec vulnérabilité forte, vous ne deviendrez pas addict. À l'inverse, vous pouvez avoir un niveau de vulnérabilité faible, mais être dans un univers où l'exposition, la proposition, l'offre est très forte, et du coup, vous deviendrez plus facilement addict. C'est un des problèmes, des réflexions qu'on a sur la publicité ou sur les environnements. Et puis le troisième, qui est un mélange entre deux auteurs que je vous conseille, Brigitte Kiefer, qui est une Strasbourgeoise, spécialiste des neurosciences de l'addiction, qui dirige le service de l'université de McGill, c'est une Française expatriée au Canada, et puis Patrick Farreau, qui est un philosophe des sciences morales, qui a longtemps travaillé à l'EHESS, et Farreau, utilisant les travaux de Kiefer sur le circuit de la récompense, donne dans son dernier livre que je vous conseille, La belle vie, c'est un très beau titre, La belle vie, commence son livre par cette phrase: que faire de nos désirs de belle vie, de gloire et d'ivresse, issus du passé ancestral de l'espèce, lorsque le cerveau humain a été doté d'un circuit neurochimique de la récompense et du plaisir, qui nous pousse à chercher le sexe, l'attachement, les aventures, les jeux, la gloire, les substances psychoactives et toutes les intensités jouissives de l'existence. Voilà, grande question, comment on fait alors qu'on a au fond de nous cette espèce de circuit qui nous dit « prends du plaisir », évite-toi les douleurs, avec des produits qui vont pas forcément nous aider à garder le contrôle. Cette introduction étant faite, on va aller très vite à l'essentiel, et je me retrouvais
en terrain de connaissance avec ce qu'a dit David Bété, par exemple, ou avec ce qu'a dit Cathy Pomard. Un des problèmes aujourd'hui dans la législation française, c'est son incohérence entre des produits de tradition, et voilà, vous avez l'alcool. Alors, la diapositive du haut, le dessin du haut est changé diplomatiquement selon les endroits où je suis, hein, mais sur le territoire français, vous avez systématiquement des productions d'alcool, et on a une grande tolérance pour l'alcool, et donc notre réflexion sur l'alcool était basée sur un système, je ne sais pas si vous l'avez en tête, hein, mais un système un peu pervers, qui est de dire, le produit du côté de l'alcool, le produit est bon, hein, c'est d'ailleurs pour ça que il est dans notre culture, il y a une tradition, hein, et il faut juste en encadrer la diffusion par un certain nombre de règles juridiques. On va retrouver la notion, tout n'est pas dans les lois, hein, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être compléter la loi. Le produit est bon, et puis juste on va s'occuper de deux catégories, les usagers vulnérables, les faibles, hein, ceux dont on disait autrefois qu'ils ne savaient pas boire, hein, leur faisant porter une certaine responsabilité de ne pas savoir gérer le produit que normalement on sait gérer. Et alors, selon les périodes, le faible, le vulnérable va changer. Hein. Et puis, les circonstances d'usage. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de SAM, on parle beaucoup de la conduite automobile. Il y avait récemment, dans un grand journal économique, un article qui essayait d'évaluer les conséquences bénéfiques pour les producteurs d'alcool de l'arrivée des voitures qui circulent sans chauffeur. Parce que si, après tout, maintenant, on peut mettre sur le circuit des voitures sans chauffeur, l'argument numéro 1 pour faire baisser la consommation d'alcool, qui était les accidents de la route, va de fait disparaître. Ça paraissait une blague, mais ça n'en était pas une, et ce sont des choses tout à fait sérieuses à envisager. De l'autre côté, il y a la drogue qui n'est pas culturelle. Alors, selon le pays, la drogue qui n'est pas culturelle est toujours la drogue dangereuse. Hein. Quand David évoquait la législation de 70, la législation de 1970 porte sur ce qu'on appelle les stupéfiants, qui est tout sauf une catégorie savante, c'est une catégorie purement juridique, puisque la loi de 70 met dans le même groupe de ce qu'elle va appeler les stupéfiants toutes les drogues interdites. Le seul point commun aux stupéfiants, c'est d'avoir été interdit par la loi. Hein, on y met le cannabis, on y met des hallucinogènes, on y met un certain nombre de substances chimiques, on y met des opiacés, on y met des produits de catégories très différentes, et on n'y mettait pas, bien évidemment, l'alcool et le tabac qui étaient traités autrement. Donc vous voyez cette espèce de paradoxe, hein, des bonnes drogues, des mauvaises drogues, alors c'est celles qui arrivent, hein, et là, on va pénaliser l'usage de ces drogues qu'on considère comme dangereuses par un régime de prohibition. Du côté de l'alcool, on dit, ou du tabac, il faut savoir utiliser intelligemment. Du côté, et récemment j'étais interviewé, alors c'était assez amusant, juste avant de venir à prendre mon avion pour l'île de la Réunion, je dois dépanner un collègue et aller faire une émission de télé sur CNews avec Pascal Praud, un journaliste par ailleurs très sympathique. Et vous savez, le mieux d'une interview, enfin d'un plateau, c'est ce qui se passe quand la caméra ne tourne pas. Et donc, au premier moment où la caméra ne tourne pas, il dit: comment vous faites avec vos ados? Il a une maison sur une île, hein, proche de l'Atlantique, sur l'Atlantique. Et il me dit: l'été, mes fils, là-bas, c'est destroy. Alors on compare nos politiques de gestion de nos adolescents l'été dans ces îles atlantiques. Et puis, deuxième coupure, et il dit à mon collègue qui était de la Société française de tabacologie: bon, la cigarette, c'est dangereux, mais pas le cigare. Parce que bien évidemment, il est un grand amateur de cigares. Hein, voilà. Donc, ce fantasme d'un usage raisonnable ou d'une façon, avec les drogues licites, on court après en permanence, et avec les drogues illicites, au contraire, on a fait un bloc en disant c'est globalement dangereux. Alors le danger, je vous fais pas le débat, mais le doyen de la faculté de droit de Nantes avait à un moment beaucoup, enfin où comment il s'appelait, enfin on en avait parlé, avait beaucoup travaillé là-dessus en disant il y avait deux dangers. Il y a un danger pour la société. Trop de personnes qui utilisent trop de produits différents, ça peut gêner l'homogénéité. Et puis le danger pour la santé publique. Donc on va d'un côté punir et on va de l'autre côté soigner. Hein. C'est cette magnifique dichotomie de la loi de 70. On punit les uns et on leur dit: si jamais tu as compris, si tu veux aller vers le soin, on s'occupera de toi, entre guillemets, plus gentiment, plus gratuitement, ainsi de suite. Donc on est dans cette espèce de dichotomie avec
une grande tolérance pour des drogues légales, une grande sévérité pour les drogues illicites, puisque là, l'usage même raisonnable ne peut pas exister. À l'intérieur de l'approche de la drogue illicite, on est sur un fonctionnement très manichéen qui est « on te punit pour t'inciter à te soigner », et pour avoir été auditionné encore récemment à l'Assemblée nationale, on voit ce piège très fort, très très fort, et vous l'avez évoqué, je crois, docteur Lebeau, en disant pour un certain nombre de jeunes comment on va les rencontrer, ce piège très fort que la seule façon de rencontrer, ce serait de faire peur ou de menacer de sanctions, qui est inscrit dans les gènes de la loi de 70 et qui est certainement un des pièges les plus forts de cette loi, qui du coup nous amène à désinvestir tout le travail d'éducation et nous a amené à désinvestir tout le travail de réduction des risques. Et je crois que c'est un des enjeux de ce type de rencontre entre les juristes et les différents acteurs du soin, de sortir de ces impasses. Alors pour faire très vite et terminer cette première partie, qui me permettra de faire le lien avec des choses que vous reverrez en ouverture, mais de façon plus structurée, plus complétée avec Renaud Colson et dans la plénière de demain matin et qui ouvrira. Mais qu'est-ce que ça a donné? On avait à l'époque une première organisation des dispositifs avec la prise en charge alcool. Je vous rappelle quand même des choses extraordinaires. À l'époque, les premiers centres s'appelaient des centres d'hygiène alimentaire. Vous voyez à quel point il n'était pas envisageable de stigmatiser le produit alcool. C'était de l'hygiène alimentaire. Et puis petit à petit, on a rajouté des A. Mais voilà, c'est quand même, on y est allé avec beaucoup de prudence. La prise en charge des toxicomanies, alors là c'était plus simple, puisque c'était interdit. Donc voilà. Là, on a le toxicomane dans un groupe. Le toxicomane, alors selon les époques, il était héroïnomane, il était cocaïnomane, mais il était dans cette catégorie du toxique, qui disait bien quelque chose. La prise en charge du tabac, magnifique. La prise en charge du tabac, il faut l'intervention de Simone Veil. C'est la première ministre de la Santé qui en dit quelque chose. Il faut la loi Evin. Je fais partie de cette génération d'addictologues, comme je vais avoir 60 ans maintenant, il y a prescription, qui a été initiée au tabagisme par ses parents. Et mes parents étaient tous sauf des psychopathes dangereux, mais je revois encore l'émotion de ma mère me disant « Jean-Pierre, tu es en âge de fumer, plutôt que tu le fasses avec de dangereux voyous, puisque c'est toujours les autres qui sont les voyous, c'est les enfants des autres, et que tu fumes des cigarettes dans notre dos, papa, disait-elle, et moi, c'est vous indiquer qui dirigeait ces processus éducatifs, avons décidé de t'apprendre à fumer, et elle ouvrait... J'ai vécu une enfance heureuse dans le sud-ouest de la France. Elle ouvrait le tiroir de la commode familiale et elle sortait les Royal Menthol. Et je fumais en faisant semblant de crachoter devant le regard ému de mes sœurs, les Royal Menthol, faisant semblant de crachoter, sœurs qui avaient perversement, dans le fond de leur poche, de quoi me dénoncer comme étant un redoutable fumeur avec les petits camarades de... Quelle était la grande cigarette? Ben oui, la gitane maïs, pour faire comme certains philosophes de l'époque que l'on laissait sécher au coin de la lèvre en réfléchissant à des idées fumeuses. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans la perte de temps sur mes souvenirs personnels, mais de prendre l'avion, d'aller loin, de sauter la mer, créer parfois des chocs émotifs. Et j'ai géré mon choc émotif. Tout ça a été repris en main par l'État et nous avons, dans les années 2007, créé la notion d'addictologie, disant on arrête ces conneries. Que ce soit de l'alcool, le tabac ou les drogues illicites, ce sont des drogues. Ça joue sur ce même mécanisme du circuit du plaisir ou de la récompense. Et donc, on crée une prise en charge commune. Mais on n'a pas changé la loi. On crée une prise en charge du côté sanitaire commun, mais on n'a pas changé la loi. Autant vous dire qu'à l'époque, et je l'ai connu, je pense que certains d'entre vous l'ont connu, et c'est pas du tout une attaque, puisque je l'ai incarné professionnellement, mais le système de soins était assez simple. On recevait des personnes qui avaient compris que leur relation au produit n'était pas bonne. Ils étaient, et c'était le gros problème, dépendants. Ce qui qualifiait l'addiction, c'était la dépendance plus que tout autre comportement. Et ils venaient demander à être séparés du produit pour reprendre le long fil tranquille de leur vie. Voilà. Donc, c'était un système où on attendait dans nos lieux de soins une demande de soins basée sur la séparation du produit dans une sorte de circuit plus ou moins linéaire.
je vous invite à cette réflexion. S'il y a des jeunes étudiants qui ont envie de creuser sur un plan un peu haut cette question, il y a une personne qui s'appelle Marc-Henri Soulet, qui est un Français qui dirige l'université de Fribourg en Suisse, qui travaille beaucoup cette question, et dit, ce modèle-là, c'était le modèle de changer de vie. C'est le projet de Rimbaud, c'est le projet rimbaldien, c'est un projet fort de réhabilitation, mais c'est un projet qui ne peut pas convenir à tout le monde. Changer de vie, tout le monde n'en est pas capable. Et cet acte aussi fort de devenir un autre n'est pas à la portée de tout le monde, et encore moins quand on est jeune et quand on est adolescent. Et donc il nous alerte non pas sur l'inintérêt de ce projet, mais sur le risque de faire passer la totalité de la prise en charge sur ce projet. Alors, pour garder le bon timing, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 80 et 90, et ce sera l'objet de beaucoup d'interventions, j'ai vu sur le programme, il y a eu un changement très fort dans l'organisation du soin. Et ce changement très fort a été, je crois qu'il faut se le rappeler, il est arrivé sous quelque chose qu'on appelle la réduction des risques, la RDR, et il est arrivé de l'extérieur au dispositif de soins. Ce ne sont pas les acteurs du dispositif de soins qui l'ont porté, ce sont les acteurs extérieurs sur deux phénomènes. Le premier, c'est l'arrivée du sida. L'arrivée du sida, cette maladie contagieuse, le problème des seringues, le fait que ces personnes que l'on veut soigner sont en risque de mourir d'autre chose, qui est une conséquence de leur addiction. Mais ils ne meurent pas de leur addiction, ils meurent d'une maladie attrapée au décours de leur addiction par l'injection. Et donc ce sont les acteurs de la santé communautaire, ce sont les acteurs de l'intervention humanitaire, c'est MDM, les acteurs de Médecins du Monde, c'est les acteurs de aide, de l'association Aide, qui vont changer le paradigme en disant vous ne pouvez pas continuer de vouloir soigner l'addict, vous devez d'abord prendre soin de ces personnes et vous occuper de ces personnes. Donc le choc du sida qui vient de l'extérieur. Et puis un deuxième problème, plus diffus, plus flou, qui est le courant addictogène, la société addictogène, peut-être quelque chose que vous évoquerez, mais qui est un profond changement de mode de vie, un profond changement de nos modes de vie, dans les années 70-80. Voilà, j'évoquais mon enfance heureuse et mon initiation au tabagisme. Je vais évoquer une deuxième caractéristique. J'ai vécu la fin des 30 Glorieuses. J'ai vécu la fin de cette époque où, quand on avait un bac, on se disait, est-ce que j'en passe un autre? Le temps de voir. Était-il aussi nécessaire de se précipiter dans la vie professionnelle? J'ai même connu les premières années du chômage, quand des premiers ministres nous disaient « nous voyons le bout du tunnel, ça ne saurait durer ». On pensait que ce serait 3-4 années, le temps de gérer la crise du pétrole. Et aujourd'hui, alors je ne vous le ferai pas en détail, mais aujourd'hui, nous prenons conscience que depuis ce décours des années 70-80, nos sociétés ont énormément changé. En tout cas, nos sociétés telles qu'elles sont, nos démocraties ont énormément changé, notre planète a énormément changé. Et une partie de ce qui nous intéresse, nous, addictologues, c'est qu'une partie de ces nouvelles façons de vivre ont d'étranges complicités avec l'addiction. Voilà. Alors je pourrais pas le développer, j'ai pas le temps, et je vais faire quelque chose que nos collègues américains adorent faire. Je vais m'auto-citer et du coup déculpabiliser, vous renvoyer sur des écrits que j'ai pu produire. Voilà. Je reconnais, c'est peu courtois, ça fait un peu mercantile, mais ça gagne du temps. Alors le premier point que je peux vous présenter. Attends, il faut que voilà. C'est un papier, j'ai vu qu'il est encore en vente dans les bons kiosques, enfin dans les bonnes librairies, et c'est un supplément du journal Le Monde et La Vie, le supplément Santé et Médecine du Monde, dans lequel il y a ce papier sur l'inquiétante progression des troubles addictifs que l'on m'avait commandé, et avec une très belle illustration. L'illustration est choisie par le journal. C'est l'arrivée de Pokémon Go au Japon, et c'est une foule qui joue à Pokémon Go tranquillement. Je sais bien que vous avez choisi les addictions aux substances, donc j'insisterai pas là-dessus. Voilà. Le deuxième, alors celui-là, c'est un clin d'œil à certains de mes amis. Il va arriver dans les kiosques. Il semblerait qu'il n'est pas encore arrivé. Alors vous admirerez l'équilibre politique. Cette fois, c'est Le Figaro, Le Figaro Santé. Pour ceux qui en sont fans, vous avez à l'intérieur une très belle photo de William Lowenstein revenant de quelques jours à Madagascar, où il avait fêté le bac de sa fille. Mais plus sérieusement, après il y a une très belle interview de William Lowenstein, mais vous avez un papier que les journalistes ont fait sur la société addictogène, qui vous reprend
qui vous reprend en détail les points que vous retrouverez là. Et je vous laisserai la diapo pour ceux qui ne veulent pas se laisser bourrer par la publicité, qui ne veulent acheter ni Le Monde ni Le Figaro. Je vous laisserai le PowerPoint dans lequel vous avez les 4 grandes caractéristiques de cette société addictogène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aussi bien dans la façon d'être ensemble, qui a été beaucoup modifiée, déstabilisée, et qui demande à l'individu de régler tout seul un certain nombre de problèmes, qu'avant la communauté gérait collectivement, et où, du coup, cette exigence de porter tout seul ouvre à la réussite individuelle, mais ouvre à de grandes angoisses personnelles, avec un sentiment d'appartenance qui est de plus en plus diffus. Le deuxième caractéristique, c'est une culture de l'hyper-intensité, de l'hyper-vitesse, de l'hyper-sensation, qui fait que finalement, aller dans une soirée où on n'aurait pas cet hyper-niveau, c'est risqué de s'ennuyer, et du coup, on va voir des adolescents aller vers des pratiques qui illustrent ce goût de l'hyper-intense. Vous voyez récemment un article qui montrait comment un certain nombre de sports sont devenus dangereux, ne serait-ce qu'au nom de l'intensité des pratiques dans lesquelles ils ont. Et je vous conseille cet exercice, si vous trouvez que ce sont des propos de psychologues un peu fatigués par le décalage horaire, je vous conseille de faire ces propos, de regarder un film comme que vous pouviez regarder avec plaisir quand vous aviez, vous, 20 ans, et de regarder le remake qui a été fait avec vos adolescents, et vous verrez comment on a remplacé le récit linéaire par les effets spéciaux, et vous verrez ce que ça veut dire une société de l'hyper-sensation. Pour continuer, l'injonction de gestion de soi, la compétition, le fait qu'il faut être toujours le meilleur, le plus fort, le plus rapide. Il y a aujourd'hui une partie des addictions n'est plus une contre-culture pour refuser, mais au contraire une façon de se doper en univers professionnel. Et puis tous les enjeux économiques des addictions. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné cette étrange extension du domaine des addictions que l'on repère, y compris avec des pratiques toutes nouvelles. Les alcoolisations ponctuelles importantes, et c'est une façon de rendre hommage à l'OFDT qu'Ivana Obradovic représente ici, qui a petit à petit rajouté ces nouvelles questions dans les enquêtes en population générale pour nous permettre de découvrir ce qu'on appelle le binge-drinking, pour permettre de découvrir ce qu'on appelle les abus d'écran. Aujourd'hui, tous ces achats, vous y faisiez allusion sur Internet avec le chimique, les substances chimiques qui remplacent, et puis le cannabis qui maintenant s'est situé, en tout cas sur le métropole, qui s'est situé, parfait, qui s'est situé, se déploie maintenant à la fin des années collège. Je vais essayer de rattraper. Voilà. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qui est devenu notre système de soins ? Modifié par cette double problème, on a changé notre approche et on est rentré dans une prise en charge addictologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'est mis à réguler. Aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, il est du côté de la régulation et on a choisi, on a fait des lois de régulation. La loi Veil, la loi Evin, avec les aléas qu'elle a pour tenir son rôle de régulation, le décret, c'était moins une loi, mais le décret pris par Xavier Bertrand sur le statut du tabac, et à une époque, cet amphithéâtre, enfin pas celui-ci, mais son prédécesseur, aurait été rempli de la fumée des fumeurs. La deuxième grande évolution des pratiques en addictologie, ça a été d'anticiper. On n'attend plus le malade dans son bureau, on n'attend plus la demande de soins, mais on va essayer d'aller le plus tôt possible dans la trajectoire de l'usager, le rencontrer, et on va mettre en place des outils comme l'intervention précoce, le repérage précoce, l'intervention brève. On va être dans une action où l'addict n'est pas simplement celui qui se reconnaît malade, mais on va avoir des outils pour aller au contact des usagers et des consommateurs. Mais c'est tout un boulot sur lequel on va, je terminerai rapidement, c'est tout un boulot parce que celui-ci ne vous attend pas. Celui-ci vous vit comme quelqu'un qui vient le séparer d'un comportement qu'il souhaiterait encore continuer au moment où il est. Et puis, on va diversifier les sorties. Oui, on va garder l'abstinence, mais oui, aujourd'hui, soigner un addict, ce n'est pas obligatoirement le rendre abstinent, ou ça n'impose pas obligatoirement de viser d'entrée de jeu l'abstinence, et ça a certainement été un des débats les plus forts dans l'enjeu de l'addiction. Alors, je ne développerai pas cette diapositive pour gagner du temps, mais la réduction des risques qui s'est imposée, elle s'est imposée avec cette idée de dire on va rencontrer les usagers beaucoup plus tôt dans leur trajectoire et on va commencer à travailler avec ce nouveau
objet de soin, de prendre soin, qui est l'usager actif, c'est-à-dire celui qui continue à consommer et qui veut continuer de consommer et qui n'est plus obligé de dire aux soignants qu'il veut arrêter pour qu'on commence à travailler avec lui. Donc vous voyez le choc culturel. Il y a 3 objections qui ont été faites, mais encore une fois, je passe. Pour aller vite, ça nous a amené à ce qui est le cœur, en tout cas des politiques en direction des jeunes, où on essaie du coup d'articuler 3 approches. Limiter l'accès aux produits et aux sollicitations. Parce que contrairement on croit, à ce qu'on peut croire, réguler, y compris réguler le cannabis, c'est pas le distribuer généreusement en disant c'est une marchandise comme les autres, c'est essayer de trouver un point d'équilibre entre le marché parallèle dont tout le monde dit à quel point il n'empêche pas l'accessibilité aux produits, à quel point il n'empêche pas de rencontrer le produit, et même parfois il fait rencontrer le produit dans de mauvaises circonstances, hein. Donc limiter, et là on a vu sur l'alcool des tentatives de limiter la publicité, de limiter les lieux de vente, de jouer sur les prix. Il y a des débats ici sur le prix et les taxes par rapport au rhum. Mais quel que soit le cadre qu'on mettra par ces mesures structurelles, il va falloir augmenter les compétences des ados et l'entourage, et on rejoint ce que vous disiez sur les compétences psychosociales, on rejoint une partie du travail que l'on doit pouvoir faire avec les familles. Il ne s'agit pas de tout miser là-dessus, mais il s'agit de se dire que si on ne fait pas ça, on passe à côté. Et imaginons qu'on ait fait un cadre cohérent, imaginons qu'on ait réussi à augmenter les personnes, il y aura toujours des vulnérabilités spécifiques qui feront que certains consommeront plus que d'autres ou seront plus en danger que d'autres. Et donc pour cela, il faut que notre système anticipe les aides et anticipe les rencontres. Alors vous m'excuserez, mais je vais être un peu en difficulté pour terminer parce que comme j'ai pas résolu la technique, je pourrais pas passer aussi vite les diapos. Ça va vous paraître très vite, mais voilà, vous pourrez le regarder plus au calme, hein. Alors du coup, sur quoi je termine cette deuxième partie? Sur quoi se joue aujourd'hui la politique de soins des addictions? Sur ce principe. On voudrait que la rencontre avec le produit soit le plus tardif possible, soit le moins intense possible, hein, et soit la moins excessive possible. Comment on peut calculer ça? Et on va essayer d'aller jouer sur ces 4 paramètres que je vous redonne. Informer sur les risques et les dangers. Bien sûr, vous aurez quelque chose, je crois, sur MAD, moi j'ai pu être interviewé sur les campagnes de Santé publique France. On sait l'importance de continuer à dire les dangers, mais on sait que c'est pas suffisant. Les réponses structurelles que je viens d'évoquer, comment on va pouvoir essayer de mieux structurer la rencontre, de mieux cadrer la rencontre, et d'un côté, peut-être en diminuant l'offre commerciale, de l'autre côté, en rationalisant le statut de marchandise pour que ce soit pas une marchandise juste du marché parallèle, et puis les réponses éducatives et l'accès aux aides. Alors pour vous le donner plus en détail, j'ai encore perdu la petite flèche là. Voilà, on va aller sur les diapositives de conclusion. Alors, je me suis demandé si j'allais juste vous la faire l'effort de vous donner des exemples réunionnais. Puis je me suis dit, après tout, si on m'a demandé de venir, c'était pour vous donner le déploiement tel qu'il est, y compris en métropole. Voilà ce que ça veut dire, le premier point, rencontrer la diversité des usagers et garantir l'accessibilité des réponses. Aller vers. Alors, c'est peut-être des outils que vous ne connaissez pas, mais dont vous pouvez aller regarder sur les lieux, sur les sites, qu'est-ce qu'ils donnent. Le premier, c'est tapage. Travail alternatif payé à la journée. Voilà. On a affaire à des jeunes qui ne veulent pas se soigner, qui sont en errance dans la rue. On va commencer à les attraper par des petits boulots qu'on va leur donner pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures. Et c'est par ce travail-là que petit à petit, l'éducateur va se mettre à parler avec eux de la question d'addiction. Mais ils ne sont pas venus demander un soin sur l'addiction, ils sont venus demander, ils ont juste pris une proposition. C'est une proposition qui vient du Québec, qui a été adaptée en France par nos collègues du CUID, qui a été largement diffusée dans le précédent plan gouvernemental et qui dissémine maintenant sur beaucoup de régions et beaucoup de villes. Un autre dispositif qui peut vous paraître un peu surprenant, c'est un chez-soi d'abord, notamment pour des personnes avec des gros problèmes d'alcool. Le logement ne vient plus en bout de course une fois qu'ils ont fait le sevrage, mais vient au début comme support de rencontre, et c'est dans la mise dans des conditions de vie un peu plus respectables que va commencer le travail. Et là, il y aurait tout à dire sur comment dans des CHRS, comment dans un certain nombre de lieux, on va gérer l'alcool en permettant aux personnes de garder leur alcool sur eux, à condition qu'ils ne le consomment pas
dans le CHRS, dans le lieu d'hébergement d'urgence, mais ils peuvent rentrer avec leur dose d'alcool, ils le récupéreront le lendemain quand ils sortiront, le but étant qu'ils ne se suralcoolisent pas dans la demi-heure qui précède l'entrée dans le foyer, de peur de perdre l'alcool qu'ils ont eu tant de mal à acquérir. Voilà. Donc on est là sur des outils. Je vais très vite sur le reste. Je vous donne l'exemple de l'analyse de produits qu'on fait en milieu festif, de AERLI, qui est un programme de Médecins du Monde et de AIDS sur l'accompagnement au risque de l'injection, mais comme il n'y a pas trop de problèmes d'injection ici, j'insiste moins. Le vapotage, et puis pourquoi ne pas le dire, parce qu'on était quelques-uns à être ensemble sur un colloque sur les salles de consommation à moindre risque. Hein. Les salles de consommation à moindre risque à Paris, Strasbourg et bientôt à Bordeaux, avec cette idée que pour certains, c'est d'abord en les mettant dans un lieu de consommation confortable qu'on commencera à baisser leur niveau de consommation. Alors ne vous inquiétez pas, j'en ai presque fini. Du coup, ça nous amène à un autre type de rencontre. Ça, c'était pour ce public général. Un autre public, vous l'avez évoqué, c'est le travail qui se fait avec les jeunes consommateurs. Bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre des lieux de soins dans les établissements scolaires, mais de mettre des lieux de rencontre, des points de rencontre, hein, où ce qui a posé problème peut commencer à se voir. Alors, je vous fais l'économie du reste de la pyramide. Une petite diapositive pour faire très exotique. Voilà une très belle post-cure. Si vous venez en France, c'est un lieu qui peut soutenir la comparaison esthétiquement avec certains des lieux que j'ai visités ici. C'est le village dans la Drôme provençale de Pointe-Laval. C'est une post-cure tout à fait classique. On y va s'enfermer pour 3 ou 6 mois. Et vous voyez, on retrouve cette idée qu'on trouvait au départ. Il ne s'agit plus de changer de vie, mais petit à petit de changer sa vie. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui se fait par étapes. On essaye d'y aller de façon plus progressive. On n'est pas sur un programme trop fort. Et là, on va être sur quelque chose qui permettra quand même d'accéder à l'abstinence. Vous voyez, la diapositive d'avant, les jeunes consommateurs, c'est reprise du contrôle. Là, c'est vers l'abstinence. Un document qu'on a édité au niveau de la fédération, mais qui n'est pas spécifique à la fédération, qui est l'accompagnement des consommations. Pour certains, alors je comprendrai que ça peut choquer, il y aura probablement des ateliers où on pourra en discuter. Le but pour cela n'est pas de les faire arrêter, mais de leur permettre de consommer de façon moins dangereuse. Une partie des situations de violence qui est évoquée par un des interlocuteurs sont parfois qu'on fait passer la personne par une proposition qui n'est pas à la hauteur de la marge qu'elle peut faire. Et c'est cet décalage entre la proposition qu'on lui fait et ce que la personne est capable de faire qui provoque une partie de ces situations de violence. Plus on va avoir ce continuum de réponse, moins on aura il y aura toujours des problèmes de violence dans l'addiction, mais moins on aura ce type de violence parce qu'on aura apporté des situations intermédiaires qui mettent moins la personne en situation d'échec ou de difficulté. Et puis, il faut le dire parce que peut-être il y a des personnes ici dans la salle, tous les groupes d'autosupport, beaucoup de personnes arrêtent aussi entre eux par les groupes d'autosupport, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, toute cette dynamique, et même les professionnels que nous sommes, parfois nous avons arrêté nos propres addictions sans aller consulter de collègues, donc ne privons pas les usagers d'aller vers ce dispositif. Et ce sera ma dernière diapositive. Du coup, on n'est plus dans ce schéma un peu linéaire où on poussait les personnes autour d'une demande qui devait être obligatoirement d'arrêter et on essayait de les faire passer là-dessus. On est dans l'idéal, mais là je vais me retourner, c'est le rôle vers l'ARS, c'est le moment où, comme l'a fait de façon déloyale déjà le docteur Mété, on fait appel à la main droite, à la main gauche et aux profondes poches pleines d'argent de l'ARS, c'est le moment où il faut financer le dispositif complet. Il faut qu'il y ait tout. Hein. Il faut qu'il y ait de la réduction des risques, il faut qu'il y ait de l'intervention précoce, il faut qu'il y ait des traitements médicamenteux, il faut qu'il y ait de la remédiation cognitive, il faut qu'il y ait des lieux de soins de 3 mois, de 6 mois. Mais plus on aura cette diversité de réponses, plus on pourra construire des parcours de soins. Et je vous rappelle que quelles que soient les recherches, quelles que soient les études, quels que soient les travaux, le meilleur parcours de soins en addictologie, c'est celui qui est le plus proche de parcours de vie des personnes, parce que c'est quand même dans nos parcours de vie qu'on a créé l'addiction, et c'est en reprenant le parcours de la maîtrise de nos parcours de vie qu'on reprendra le contrôle de nous-mêmes. Et donc, ayons cette honnêteté de proposer des parcours de soins au plus près des parcours de vie des personnes. Merci de votre attention.